Salutations, chers auditeurs, spectateurs, c'est Vérité à venir et on se retrouve en ce jour pour un nouveau direct. On se retrouve sur le site de Conspiracy Watch, apparemment expert dans le domaine du débunkage, c'est-à-dire de la vérification des faits, pour démontrer à tout le monde ce qu'est le complotisme et le danger que ça peut engager. Il y a donc des notices disponibles sur le site internet de Rudi Reichstadt et de son acolyte dont on parlera plus tard, même si aujourd'hui, en effet, il y a des nouveaux adhérents, de nouvelles personnes recrutées pour travailler auprès de ces gens. L'Observatoire du conspirationnisme propose sur son site internet des notices que vous pouvez retrouver dans toutes les notices. Alors vous allez me dire que là, en cliquant sur son site et en passant de page en page, on leur offre de la visibilité. Oui, je vous l'accorde, mais attendez. On va quand même s'intéresser à ce qui est produit. On sait que depuis des années, Rudi Reichstadt nous coûte un pognon de dingue. Pour créer de la désinformation, il suffit seulement de lire ses livres pour s'apercevoir qu'il transforme les comploteurs en complotistes et les complotistes en comploteurs. Une inversion accusatoire, ou encore ce qui est connu auprès de Rudi Reichstadt, c'est sa force, sa vitalité pour attaquer les gens, les lister, créer une sorte de liste d'ennemis, opposants politiques. Quand on sait que Yguenet, et on va la citer, est en place contre le Front National, donc en place contre la droite française. Il s'agit d'un pur gauchisme. On va analyser ensemble cette petite notice mondialisme qui a été produite en 2019. Oui, ça c'est une notice, ça fait à peu près 3 paragraphes. La dénonciation du mondialisme est un lieu commun de la rhétorique de l'extrême droite. Le politologue Jean-Yves Camus rappelle que, directement pour introduire le sujet, il met que c'est extrême droite, une rhétorique, et il nous engage sur une citation d'un politologue qui nous inscrit « Le terme mondialisme est un néologisme apparu au début des années 1980 dans les milieux complotistes de l'extrême droite anti-juive. » Ramenez ça donc. Mondialisme, directement descendu à rhétorique d'extrême droite, à un politologue qui annonce que c'est un néologisme apparu apparemment dans les années 80 dans les milieux complotistes et que c'est anti-juif. Alors à partir de là, mondialisme égale antisémitisme, selon ces gens. Continuons, pour désigner l'action soi-disant concertée de sociétés secrètes, de groupes d'intérêt économiques ou de lobbies pour arriver à l'instauration d'un gouvernement mondial. Le gouvernement mondial est quand même sorti de la bouche de George Bush, de son père également qui était intéressé pour ceci, ou encore de sénateurs, de politiques, de présidents, même français, tels Sarkozy, ou encore Emmanuel Macron, qui ont parlé d'un nouvel ordre mondial, ou de penseurs français et de bien d'autres qui font partie de corporations telles Jacques Attali. Jacques Attali est le dîner le siècle, qui espère une Jérusalem capitale de ce gouvernement mondial. Non pas que l'on soit contre les Juifs ou contre d'autres personnes ou même contre ceux qui résident à Jérusalem. Nous sommes contre le concept même de nouvel ordre mondial et de gouvernement mondial qui par là efface nos nations, efface nos identités. On va donc observer un peu plus après ce que signifie le mondialisme. Au cours de la dernière décennie, le thème a été abondamment traité par des figures de la mouvance dite de la dissidence comme Alain Soral, Francis Cousin, Alain Escada, Joanne Livernette, Philippe Ploncart-Dassac, le sacré ami avec les liens d'intérêt au niveau de Maximus et compagnie. Oui, les ventes de livres, les promotions, ne vous en faites pas, Maximus se met très bien. Hervé Ryssen et Philippe Ploncart-Dassac avec Maximus, à mon avis, il faut creuser un peu plus loin, vous allez comprendre pourquoi ce personnage était bien mis en avant. Mais passons. Hervé Ryssen, Kémy Séba et surtout Pierre Hillard, auteur des Chroniques du mondialisme et de l'Atlas du mondialisme. Il a aussi été repris, ce domaine, mondialisme, à son compte en tout cas par Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe de Villiers, Christine Boutin, Nicolas Dupont-Aignan ou encore l'écrivain Renaud Camus. Là, il nous a listé clairement tous les opposants qu'ils ont dans leur viseur, ceux qui parlent de mondialisme, sans dire et sans nuancer en quoi ils abordent le mondialisme.
Le mondialisme abordé par Pierre Hilard n'est peut-être pas le même que celui de Jean-Marie Le Pen, n'est peut-être pas le même encore que celui d'Alain Soral ou encore de Christine Boutin. Chacun y va de son analyse. Chacun prend le concept qui existe et après va proposer ce qu'il a perçu et ce qu'il comprend dessus. Kémy Sébasse, ça va pas être la même démonstration, ça va pas être la même présentation qu'Alain Soral. Il y en a qui vont approfondir plus les sujets et d'autres qui vont rester sur les périmètres. Là, déjà, il s'agit de désinformer. Excusez-moi, mais une notice qui a été payée où on est censé comprendre ce que signifie le mondialisme, il faut le détailler. Ça ne peut pas tenir en 3 paragraphes en diminuant ça directement à extrême droite, à anti-juif, et puis après à mettre des noms comme ça. En plus, au passage, ça me prête en tout cas à diffamation. Parce que, immédiatement, sur le même paragraphe, il n'y a pas eu de séparation, si ce n'est des points pour commencer une nouvelle phrase, mais dans le même paragraphe, on a donc mondialisme, comment à la rhétorique d'extrême droite, il nous met un politologue qui explique que c'est anti-juif, et que ça parle du gouvernement mondial, et il suit, sans même séparer qu'un nouveau paragraphe, et il inscrit tous les noms. J'appelle ça de la diffamation. Après, les gens qui sont cités, ils font ce qu'ils veulent. Il y en a beaucoup, je les vois contre le mondialisme, contre le nouvel ordre mondial, contre certaines politiques, pour la liberté, pour les choix, pour garder une nation, la souveraineté, mais ils ne savent point se lever, alors qu'il y en a qui écrivent des livres, d'autres qui animaient des radios ou encore animaient des directs et des vidéos, et qui ne savent pas démonter les imposteurs tels Rudi Reichstadt et sa copine Igounet. C'est quand même scandaleux. Je vais vous saluer et nous allons continuer sur le sujet. Et il y a d'autres choses qui vont être abordées. N'hésitez pas à liker, à partager bien évidemment. Vous allez après avoir une démonstration sur d'autres notices, telles l'antisionisme, on va en reparler, la coalition pour la vie et la famille, Claire Sévrac, on va parler également de cette personne et de ses livres. On abordera les chemtrails et la géo-ingénierie, la synarchie, et après l'État profond et France de souche notamment. Pour aujourd'hui, déjà, on va faire quelques notices pour prouver qu'en effet, Rudi Reichstadt, c'est pas un site spécialisé dans le conspirationnisme, c'est un blog de piètre qualité, et même en faisant des copier-coller de politologues, de scientifiques, de journalistes et compagnie, ce qui est produit est de faible qualité. Continuons sa notice. Le mondialisme est conçu par l'extrême droite comme un programme général de destruction de l'État-nation. Alors normalement, ça aurait dû être l'introduction. On aurait dû d'abord avoir une introduction et après il démontrait ce qu'il souhaitait prouver par ses noms, et non l'inverse, mais passons. Encore une fois, problème de méthode. Et de subversion des valeurs traditionnelles. La famille, la religion, le sentiment national, au service d'une oligarchie souvent qualifiée d'apatride, comme les banquiers en général, ou en tout cas les banques représentent des entreprises apatrides. Leur objectif, c'est l'argent. Et dans le mondialisme, il y a aussi la mondialisation qui le rend possible, qui est différente et qui pousse à toujours plus de marchandisation, toujours plus de commerce, toujours plus de capitalisme. Et le capitalisme grignote les terres. Il n'a que faire de l'identité de la personne qui résidait sur ces lieux. Elle n'a que faire, l'entreprise ou le système capitaliste n'a que faire que l'église soit détruite ou transformée en centre LGBT ou je ne sais quoi encore. Comprenez. Ou qu'il y ait des animations de défilés de mode et compagnie dans les églises, ce qui n'est pas un lieu pour ça, même si l'église a été vendue par la suite. Il y a quand même un esprit saint, il y a une bâtisse qui est là et qui a été formée, fabriquée et mise en œuvre par tout un tas de gens qui avaient le cœur à l'œuvre et le cœur catholique. Là, on nous met donc que ceci a pour objectif, selon les extrêmes droites, de supprimer la famille, la religion, le sentiment national, c'est tout de même ce que l'on observe depuis maintenant des décennies, et que derrière ça, ça serait au service d'une oligarchie apatride pour souligner son absence de racisme. Normalement, oui. Et comme par hasard. Incroyable. OBS reconnexion, parfait. Donc là, après, on nous dit... Pour ce faire, ils utiliseraient des think tanks et des forums de discussion comme la Commission trilatérale, le groupe Bilderberg, le Council on Foreign Relations, le Forum de Davos ou des entités plus institutionnelles comme l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou encore l'Organisation mondiale du commerce. Là, il nous décrit ceci sans prouver le contraire, sans dire qu'il n'y a pas une utilisation de ces think tanks, de ces forums, de ces corporations.
Alors que toutes ces corporations, Commission trilatérale, le CFR, le Forum de Davos, le Forum économique mondial et bien d'autres encore, œuvrent pour une transformation, sont à la fois pour la mondialisation et le mondialisme. Et ils sont au travail pour transformer les nations et pour faire accepter leur modèle qui transforme le tout, qui vient à métamorphoser la société. Des personnalités comme David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, George Soros ou Jacques Attali sont régulièrement dénoncés par les pourfendeurs du mondialisme, accusés d'œuvrer secrètement à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Ce qui est totalement faux. À nouveau, c'est une désinformation sur le site de Conspiracy Watch de Rudi Reichstadt, car ils sont accusés ouvertement de mettre en place les moyens pour qu'il y ait ce gouvernement mondial. Quand tu as des riches personnes, et étrangement là dans les think tanks, etc., qui ont été cités, on ne trouve pas celui de Jacques Attali, le dîner du siècle. Pourtant, Jacques Attali, ouvertement sur les plateaux télé, et même dans ses livres, appelle à un gouvernement mondial, espère un nouvel ordre mondial avec, pour capitale, Jérusalem. Zbigniew Brzezinski, dans ses ouvrages, parle d'un gouvernement mondial. David Rockefeller œuvre également pour un gouvernement mondial. Henry Kissinger, je ne sais pas, je n'ai pas étudié. Et George Soros, il y a beaucoup de choses à creuser sur le personnage et pour l'instant, je ne me suis pas encore penché sur le sujet. Donc je ne peux point m'exprimer dessus. Fréquemment empreint d'antisémitisme. À nouveau, il réduit ça à l'antisémitisme, alors que non. Et déjà, il s'agirait plutôt de dénoncer un courant politique. Pas de dire il est juif et donc avoir des propos antisémites. De dire il y a un courant sioniste. Initialement, ce courant sioniste dont on va parler après, il a eu plusieurs propositions parce qu'il y avait des juifs qui étaient en danger et on leur a proposé d'aller sur une autre terre. Ouganda, il y avait d'autres propositions. Et non, par ce mouvement sioniste, eux, ils rêvaient d'une chose, c'est d'en envoyer, quitte à aller à l'encontre de certains rabbins et aller à l'encontre de différents avis, d'aller s'installer en Palestine et de prendre Jérusalem parce que leur objectif, c'était le mont. Sion, la montagne de Sion. Ça, c'était leur objectif. C'est pour ça qu'ils ont directement désigné la Palestine, qu'ils ont voulu aller s'intégrer là-bas, qu'il y a eu les finances notamment de la famille Rothschild, qui a même une ville entre la Palestine et Israël aujourd'hui, qui appartient uniquement à la famille Rothschild. Et ça, c'est pas abordé. Donc il ne s'agit pas d'antisémitisme, encore une fois, de la désinformation, des fake news. Et quand il dit fréquemment empreint d'antisémitisme, il faudrait qu'il dise, qu'il prouve. Parce que là, il renvoie sur une notice pour parler de l'antisémitisme. Ça, c'est sa notice pour expliquer l'antisémitisme, c'est quoi. Et ça, je veux bien entendre qu'il l'ait bien décrit. Maintenant, s'il veut dire qu'il y a des gens qui ont parlé contre le mondialisme et que c'est empreint d'antisémitisme, qu'ils mettent les exemples. En l'occurrence, il n'y en a pas. J'appelle pas ça un travail d'investigation, j'appelle pas ça un travail professionnel et ni un travail associatif. Ce discours de dénonciation se focalise également sur des noms comme ceux des Rothschild. Oui, parce qu'il y a des histoires avec les Rothschild. Et étrangement, toi, tu ne veux point en parler. Dans tes ouvrages, tu réduis ça à quelques phrases. Et là, la preuve, regarde, pour parler de la famille Rothschild, ce que révèlent les théories du complot sur les Rothschild. On va aller voir ça après, en fin de direct. Mais nous, on peut te parler longuement des Rothschild, et avec toutes les preuves. Ce qui m'a étonné, c'est Pierre Hillard, qui à la fois est affiché sur leur site, et en plus n'a pas produit de contenu contre Conspiracy Watch pour montrer la folie de leur présentation de la notice du mondialisme. Nous, on va aller aborder les choses de façon plus concrète. Donc là, il est reproché à comment il s'appelle, à Pierre Hillard, pareil, j'ai pas lu ses travaux, il faudrait que je prenne du temps, d'être en relation, notamment en 2015, il a préfacé le livre complotiste de Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples. La même année, il intervient comme expert dans le film de Paul-Éric Blanru et Julien Teil, La France maçonnique. Ok, donc là c'est une présentation, et qu'est-ce que souhaite nous démontrer Rudi Reichstadt et son blog rien de spécial, juste en fait il te relate des faits. Mais ça, pour faire cette notice, il prend du pognon. Et la notice 2021. Regardez combien il percevait pour son assos. Donc maintenant, on va se pencher sur le mondialisme et on va voir que même le Robert l'a inscrit dans son dictionnaire. Et dans le dictionnaire Robert, la définition, il y a deux sens. Le premier sens, doctrine visant à constituer l'unité politique du monde. En clair, universalisme et surtout gouvernement mondial. Perspective de politique économique et sociale s'appliquant au monde entier.
gouvernement mondial, nouvel ordre mondial, comme tu l'appelles. Mondialisme, donc on prend un autre site, découvrir le français, universalisme favorable à l'unité politique de la communauté humaine. Mondialisme et mondialisation, il ne faut pas confondre. S'il est vrai que la mondialisation rend possible le mondialisme, il n'est pas du tout inéluctable que ce dernier triomphe. Mal nommer les choses, c'est toujours ajouter au malheur du monde. Donc c'est mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Albert Camus. Dans un article précédent, j'avais déjà souligné qu'il ne fallait pas confondre écologie et écologisme. Aujourd'hui, on accuse souvent la mondialisation de mots qui en fait relèvent du mondialisme. La mondialisation est un phénomène essentiellement économique. Ce terme désigne l'extension des échanges internationaux à l'échelle de la planète, dépassant donc celle d'un pays, d'un groupement de pays, d'un continent. Il est synonyme de globalisation. Ce phénomène fait partie de l'histoire évolutive de l'humanité et résulte des progrès incessants des communications et contacts entre groupes humains. Le mondialisme est une idéologie purement politique dont le but est d'uniformiser et homogénéiser le monde, d'effacer les différences civilisationnelles, les us et coutumes, les particularités des différents peuples de la Terre et in fine d'aboutir à leur réduction à un troupeau d'individus indifférenciés qu'il serait facile de gouverner en leur imposant des règles bureaucratiques identiques à l'aide de dispositifs contraignants plus ou moins automatisés, carte de crédit social à la chinoise, carte empreinte carbone individuelle, passe vaccinal, etc. Ce que l'on observe, l'OMS a appliqué la mesure de l'Union européenne qui souhaite un pass vaccinal. Donc après, ils vont te nommer ça pass sanitaire, pass de santé, peu importe. Ils pensent déjà au monde de demain avec leur empreinte carbone, le pass carbone, le pass écologique et également au contrôle des comportements. Est-ce que tu es un bon ou un mauvais citoyen ? Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. Regardez à l'Est déjà et regardez même au niveau de l'Union européenne, nos banques notent les citoyens. Nos banques attribuent une note à chaque client, utilisateur, selon ses comportements d'achat, de dépenses et compagnie. Nous sommes déjà fichés au niveau des banques et notés. Il y a également cette société d'ubérisation, la course est notée. Il y a cette société aussi de consommation par Internet, ce qu'on appellerait le business numérique, les ventes, l'e-commerce, où vous passez par des marketplaces. Ces marketplaces, c'est un peu, quelque part, le monde, pour l'instant numérique, mais qui se mettra aussi sur notre monde classique. C'est-à-dire que sur le marketplace, vous avez des vendeurs de toute région du monde. Et dans nos pays, et notamment la France, on observe ceci. On nous explique que partout il y a, quelque part, une identité, et que la France n'a pas vraiment d'histoire, même selon le président. Et quelque part, on est là dans une multiculturalité. Et le multiculturalisme conduit à s'effacer, vu que chacun vient comme il est. Et ça, ce modèle s'expand après à l'international. Ce qui veut dire que petit à petit, il y a en effet des origines, il y a des histoires que l'on peut remonter, il y a des arbres généalogiques, mais que dans le monde actuel, on mélange le tout. Dans n'importe quelle région du monde, on mélange le tout. Ce qui veut dire qu'en France, après, c'est bien et mauvais. Ça reste à comment dirais-je, décrire. Pas à décrier, mais à décrire dans un premier temps. Parce que vous avez, par exemple, des Pakistanais qui viennent s'installer avec des épiceries, vous avez des restaurants, alors restaurants italiens, puis des restaurants français à côté, puis des restaurants turcs et compagnie, des fast-food américains. En fait, vous avez un mélange de toutes les cultures qui n'existaient pas forcément de cette façon-là dans ce phénomène et dans cette ampleur par le passé. Donc ça, c'est un effacement. Et les modèles technologiques s'installent partout dans le monde. Le modèle Uber, où à la fois le chauffeur peut te noter et toi tu peux noter le chauffeur, noter la course, ça c'est un modèle où déjà quelque part on te fait noter le service. Les modèles e-commerce qui existent partout sur la planète, c'est ce modèle-là aussi, universel. Tu achètes, tu notes le produit. Et petit à petit c'est pareil, les banques qui notent les citoyens, qui notent en tout cas les utilisateurs, l'empreinte carbone, tu seras noté. En fait, il y aura des critères sur tes comportements. Est-ce que tu es un bon citoyen ? Est-ce que tu traverses bien le passage piéton quand c'est ouvert ? Est-ce que tu fais bien attention sur la route lorsque tu conduis ? Est-ce que tu ne fais pas trop la fête ? Est-ce que tu ne consommes pas trop pour respecter la planète ? Et compagnie. Là, ce qu'on va voir, c'est de plus en plus des tests. Nous sommes des laboratoires un peu.
Chaque pays est un laboratoire de technologie, de politique à mener. Le tout après qui s'enclenchera par le lockdown, le verrouillage, à l'état international. C'est ce qui est souhaité. Et c'est ce qui est souhaité par des forums économiques mondiaux tels celui de Klaus Schwab. C'est ce qui est souhaité par certains think tanks. C'est ce qui est souhaité par certaines corporations qui n'hésitent pas à en faire la promotion. Continuons l'article. S'il est vrai que la mondialisation rend possible le mondialisme, par tous ces échanges, par des fois aussi ces vagues entre guillemets de déplacement de population et d'objets, il n'est pas du tout inéluctable que ce dernier triomphe. On peut parfaitement profiter de la mondialisation, faire des échanges, être ouvert au monde, à l'importation, à l'exportation, sans se transformer soi-même. On peut parfaitement donc profiter de la mondialisation en conservant la diversité des pays, leurs richesses propres, les particularités des uns et des autres, notamment culturelles. Échanger ne veut pas dire se couler dans un monde ou dans un moule uniforme. La mondialisation est bénéfique, contrairement au mondialisme. Je vous laisserai lire la suite. Autre désinformation de notre Rudi Reichstadt. Sur son site, il est inscrit. C'est un néologisme apparu au début des années 1980 dans les milieux complotistes de l'extrême droite. Or, c'est faux. C'est une désinformation de la part de ce politologue. Les intellectuels qui ont théorisé le mondialisme dans les années 40. Des philosophes et des économistes ont cherché une réponse politique à l'interconnexion planétaire, rappelle la Britannique Or Rosenbaum, historienne des idées. Chercheuse associée en politique internationale au Queen's College, à l'université de Cambridge, Or Rosenbaum est historienne des idées, spécialiste du 19e siècle, 20e siècle du coup, et de la pensée internationale. Elle est l'auteur de The Emergence of Globalism, Vision of World Order in Britain and the United States, 1939-1950. Et du coup, c'est plutôt 20e siècle et pas 19 qui avait avec. Qu'est-ce que le mondialisme et qu'est-ce qui le distingue de la mondialisation ? Je me suis intéressé au mondialisme parce que depuis notre entrée dans la mondialisation, au tournant des années 90, c'est là où Rudy et son politologue ont tout inversé, ils ont mélangé mondialisation et mondialisme. Encore un amateurisme de plus, l'idée que nous vivons sur une planète interconnectée s'est imposée sans que l'on en connaisse bien la généalogie. J'ai donc voulu revenir sur l'émergence de cette perspective mondiale dans les années 40, lorsque des intellectuels prirent conscience de l'interconnexion grandissante du globe et tentèrent de comprendre les implications de cette évolution. À leurs yeux, cette transformation avait avant tout des conséquences politiques, alors qu'aujourd'hui la mondialisation est comprise comme un phénomène économique et financier. Qui sont ces intellectuels qui tentent de penser le mondialisme au début de la Seconde Guerre mondiale ? Dans les années 40, ils sont pour la plupart basés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il y a Raymond Aron, qui est aussi à Londres pendant la guerre. Ses idées sur l'avenir de la France sont profondément influencées par cette perspective mondialiste. Il y a également David Mitrani, un expert en relations internationales. Sa théorie du fonctionnalisme international annonce ce que sera l'Union européenne. Il imagine un monde dans lequel les États sont membres d'un ordre fonctionnel qui permet la délégation de certains pouvoirs à des organisations supranationales tout en préservant la souveraineté de l'État. Parmi ces mondialistes précurseurs, on compte aussi des constitutionnalistes de Chicago qui ont tenté de rédiger une constitution mondiale. Dans les mêmes objectifs du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, de son frère Julian Huxley avec le World One Fund et l'UNESCO, il a écrit un livre. Il se rêvait d'être dans l'éducation de ses enfants et de ces jeunes générations pour les amener à accepter, les prendre dans son filet, quelque part, à accepter l'idée d'un gouvernement mondial. On a donc des têtes pensantes très importantes qui agissent des fois au nom de la science ou non, des think tanks, des corporations, des politiques, des patrons d'entreprises, des économistes, des analystes et bien d'autres encore qui œuvrent pour un gouvernement mondial, une constitution mondiale, des lois qui s'appliqueraient à l'échelle internationale pour l'écologie, pour également le respect entre guillemets des humains, pour changer les idées, les identités, pourquoi pas. L'acceptation des dites minorités. Tu dois accepter les LGBT++, qui arrivent à un moment à te faire comprendre que par cette émancipation sexuelle, cette émancipation des genres et compagnie,
Ça te ramène un peu dans la lutte de 1968 à mai 68, où les pédocriminels tentaient de se greffer à ces LGBT, tentaient de se greffer à des différents mouvements qui voulaient s'émanciper sexuellement, être libérés. Être libérés. D'accord. Donc là, c'est un article qui est pour les membres du journal Le Monde. Je ne suis pas membre, donc ceux qui êtes membres, vous pourrez le consulter en intégralité. Sinon, vous pourrez continuer vos recherches. Ça sera tout pour le mondialisme aujourd'hui. On va passer à l'antisionisme. Alors, je vais voir s'il y a du monde qui est arrivé entre-temps. N'hésitez pas à liker, à partager. Bonsoir Martine et bonsoir Phoenix. Il y a peu de monde. Après, c'est normal. Il fait beau. C'est l'heure aussi de la sortie du travail pour certains, de manger pour d'autres. Donc, je comprends tout à fait que vous passiez plutôt sur les replays. Antisionisme. Voilà, il ne faut pas confondre antisémitisme, antisionisme. Ah, et que risque-t-on à dire qu'on est sioniste? Se faire traiter de sale juif. Ça, c'est une sorte de caricature qu'il nous met à l'œuvre. Donc ça a été créé par Pessin, et c'est sur le site de Rudi Reichstadt. Pareil, à nouveau, pour enclencher le sujet de l'antisionisme, directement, c'est de catégoriser d'antisémite. Tu vois, il réduit antisémite, quelle est la différence? Et au final, à la fin, il te ramène à tu serais un antisémite. Alors que non, on l'a expliqué, il y a eu un courant justement politique, il y a quand même une conquête de territoire, donc il y a une sorte de colonisation de terre. Il y a également des programmes qui vont en tout cas à l'encontre de certains Ashkénazes et séfarades, qui eux s'opposaient, qui vont à l'encontre de certains rabbins, qui expliquent que non, le retour à Jérusalem, le retour en Terre Sainte, c'est clairement, et ça doit intervenir uniquement, par la main de Dieu, pas par la main des hommes, qui ont décidé d'y aller des fois par le sang et les larmes. C'est désolant, mais c'est comme ça qu'on doit caractériser la chose. Et étrangement, l'antisionisme, là on ne va pas voir un mot sur les Rothschild, pas un mot sur les Rothschild, rien. Alors que quand même, c'est une famille très importante dans ce programme. Cette famille, elle ne voulait pas que les Juifs qui soient déportés aillent n'importe où. Leur objectif, c'était pas de les mettre directement en sécurité, quitte à ce que ça prenne un peu de temps et qu'il y ait des vies qui soient sacrifiées en plus. Leur objectif, c'était d'aller, s'installer, s'imposer à la Jérusalem. Ça, c'était leur objectif à certains. Pas à tous ceux qui se sont rendus là-bas, mais au courant politique sioniste qui a œuvré pour ça. Même Herzl, au début, comprenait pas la chose. Il disait, mais pourquoi vous voulez absolument qu'on aille là-bas? On peut aller sur une autre terre qui nous a été proposée. L'objectif principal, c'est en effet qu'on ait une sorte d'État, une sorte de lieu, en tout cas, où on puisse être en sécurité, et qu'on ne soit pas en danger, qu'on ne soit pas menacé, qu'on ne soit pas pillé ou encore insulté et compagnie. Ça, c'était leur objectif. Depuis la France. Et depuis l'Angleterre après. Ainsi, la diabolisation du sionisme, donc on va commencer, qu'est-ce que l'antisionisme? Donc l'antisionisme, selon ma définition et ma compréhension, c'est s'opposer à un courant politique, s'opposer à une colonisation de terre, et s'opposer quelque part à un programme de folie, et s'interroger sur pourquoi des riches familles comme ça ont pu intervenir, pour qu'après il puisse y avoir le développement de l'agriculture, qu'il puisse y avoir tout un ordre économique qui puisse suivre par la suite. Donc eux, ils nous mettent, consistant à mettre en cause le droit de l'État d'Israël à exister en tant qu'État des Juifs. Alors, c'est pas en tant qu'État des Juifs, hein. Ça aurait pu être en tant qu'État de, je te dis une bêtise, des bouddhistes ou des chrétiens ou ce que tu veux, ça aurait été inacceptable. D'aller là, comme ça, en ce XXe siècle, à la conquête d'une terre. Et en plus d'embrouiller tout le monde quelque part sur le passage, de dire écoutez, il y a une répartition, on va tous cohabiter ensemble, et petit à petit, les terres de ceux qui, en tout cas les personnes qui étaient présentes avant, se retrouvent de plus en plus reculées. Et je parle des citoyens, je parle des êtres humains lambda, hein. Je te parle pas du Hezbollah, etc. Parce qu'évidemment, ils vont te ressortir après qu'il y a des extrêmes, qu'il y a des terroristes. Non, je te parle de ces gens qui vivaient paisiblement chez eux et qui, du jour au lendemain, se retrouvent à avoir des guerres, se retrouvent reculés dans leur territoire. Et aujourd'hui, c'est tellement désastreux au niveau de la politique du sionisme, qui est aujourd'hui l'État d'Israël, que clairement, il est obligé d'y avoir des checkpoints. Que clairement, on observe des violences. Là, ça pose question. Donc, c'est pas l'antisionisme, ce n'est pas de dire que c'est l'État des Juifs et que ça ne devrait pas exister. Nous ne sommes pas contre un État de Juifs.
Mais après, ça prête à interrogation. Bon, vous me direz, il y a le Vatican, l'État quelque part du catholicisme. Pour les musulmans, je ne sais pas vraiment s'ils ont un État spécifique, étant donné qu'il n'y a pas de calife. Le jour où il y aura un calife, là, on pourra peut-être décrire qu'il y a un État spécifique. Mais bon, ça nécessiterait une opposition et une guerre qui serait très violente. Parce qu'il y a plusieurs courants, comme il peut exister d'ailleurs plusieurs courants aussi entre chrétiens et protestants notamment. Et c'est pas aussi perturbant et aussi violent que ça peut l'être entre les... Alors c'est comment ils s'appellent? C'est les wahhabites et les sunnites, je crois. Sunnites et... Si je ne dis point de bêtises, ça sera à vérifier. C'est qu'il y a les sunnites d'un côté et de l'autre, je ne sais plus exactement quel est le nom, il me semble que c'est les wahhabites. Tout ça pour revenir. Donc nous ne sommes pas contre un État juif, d'accord? Maintenant, un État juif, encore une fois, il faudrait une terre disponible et la population l'accepte. Si elle met une limite, ne pas dépasser cette limite. L'antisionisme s'oppose au droit du peuple juif à l'autodétermination. L'antisionisme, je pense, être catégorisé d'antisioniste. Et non, je ne m'oppose pas à ce qu'un peuple juif puisse vivre paisiblement et sa propre autodétermination. Ce que je trouve étrange, par contre, c'est même inscrit dans le traité... Enfin, vous savez, il y a le traité de Balfour, et pour y arriver, il y a tout un livre qui en parle, qui relate les faits. Et il est expliqué quand même que de la part de certains juifs, ça sort de leur bouche, qui agissent pour le sionisme. D'accord? Donc c'est pas les juifs en tant que tels, c'est certains juifs qui agissent pour une sorte de sionisme et qui vont à l'encontre de rabbins, à l'encontre de la généralité, à l'encontre de la majorité, qui veulent imposer leur idée et leur idéologie. Ces gens-là t'expliquent que les juifs ne peuvent pas vivre avec les autres. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de leur propre peuple. En fait, ils sont incompatibles avec tous les autres peuples. C'est quand même un problème. Genre, c'est pas moi qui dis qu'ils sont incompatibles, c'est eux-mêmes qui se sentent incompatibles. Mais en quoi ils sont incompatibles avec nous, Français, par exemple, ou encore avec des Allemands, ou encore avec des Marocains, ou encore avec des Maliens, ou encore avec des Russes et des Américains? En quoi ils seraient incompatibles pour vivre dans ces civilisations, dans ces cités, dans ces villes et compagnie? Et ça, ils ne le décrivent pas après. Ils disent juste c'est incompatible, on ne peut pas. On a besoin d'autodétermination. Ok. Donc vous voyez, ça va plus loin. Ça se développe. Après, évidemment, vous avez toujours des neuneux qui étudient pas ou qui ont du mal à s'exprimer directement. Ils vont rentrer dans une colère, ils vont insulter et ils vont pouvoir être directement fichés et ramener de l'antisionisme à l'antisémitisme. Ce qui n'est pas du tout le cas. Continuons. Donc ainsi, la diabolisation du sionisme, par exemple, en l'assimilant à une forme de racisme, comme le faisait une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée en 1975, puis révoquée en 1991, relève de l'antisionisme. L'antisionisme vise moins ce que fait Israël que ce qu'est Israël. Il doit ainsi être distingué de la critique. Clairement, on n'a plus le droit de s'exprimer, selon Rudi Reichstadt. La réprobation ou la condamnation d'une ou de politiques mises en œuvre par l'État d'Israël, il n'existe d'ailleurs aucun mot autonome servant à désigner la critique spécifique de tel ou tel aspect des politiques mises en œuvre par d'autres États dans le monde. L'antisionisme ne se résume pas non plus au simple fait de ne pas adhérer au sionisme. On parlerait alors plutôt d'asionisme. Vous voyez, il rajoute des néologies, des nouveaux mots comme ça. Tu n'as plus le droit d'être antisioniste, tu as le droit d'être asioniste. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de t'opposer à un État qui n'a pas une légitimité d'être en tout cas sur cette terre-là, qui en plus s'expand de jour en jour, réduit une certaine population, y impose un lot de terreur avec, par certains militaires qui sont déplacés. Non, tu as le droit d'être dans l'asionisme. Juste de dire, écoutez, je ne me positionne pas ou je ne suis pas forcément pour. Mais sans rentrer dans les détails. En fait, ça, c'est leur objectif. Qu'une majorité de personnes, dans toute population confondue, ne puisse plus exprimer ce qu'elles ressentent de façon concrète avec des preuves. L'objectif, c'est juste que tu aies le droit, c'est ton seul droit de dire « Ah, mais je ne suis pas forcément pour ». Et qu'après, si on rentre dans les détails, on dise « Bah non, tu vois, tu n'es pas pour, mais en fait, c'est que tu n'avais pas compris le sujet. » Et que tu ne puisses plus te renseigner sur une autre pensée qui est à l'opposé. L'antisionisme ne se résume non plus au simple fait de ne pas adhérer au sionisme, on parlerait alors d'asionisme. Comme l'expliquait Meir Weintrater, président de la section française de JICAL, il dit, je cite, « Le discours antisioniste se présente d'abord comme une critique systématique de l'État d'Israël, le mot sionisme étant censé résumer tout ce qui rend
Israël intrinsèquement haïssable. L'antisionisme ainsi conçu ne vise pas plus le sionisme que l'antisémitisme ne vise les sémites. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'une opération lexicale visant à faire passer une pulsion agressive pour un réflexe de défense. Historiquement, dans la période qui précède la création de l'État d'Israël en 1948, l'antisionisme a d'abord consisté en une attitude de rejet à l'égard du projet sioniste, ce qu'il nommerait aujourd'hui assioniste. Enfin, c'est étrange quand même. En ce sens, on peut distinguer un antisionisme juif d'inspiration religieuse, émanant principalement des milieux orthodoxes qui considèrent que le retour à Sion doit être précédé de la venue du Messie. Donc là, ça va à l'encontre des inspirations religieuses ou politiques, dans ses versions aussi bien socialistes qu'assimilationnistes, et un antisionisme de facture conspirationniste relevant pour l'essentiel, ça fait beaucoup de l'essentiel d'un élargissement de la rhétorique antisémite à de nouveaux objets, le mouvement sioniste, puis l'État d'Israël. Ainsi, quelques mois seulement après le premier congrès sioniste de Bâle, en 1897, la Civita Cattolica, revue jésuite à l'époque très imprégnée d'antisémitisme, projette sur le mouvement sioniste naissant des thèmes d'accusation classiques anti-juifs. Quel est le rapport entre l'antisionisme et l'antisémitisme de gauche? Dans un texte paru sous le titre « Un autre automne allemand », l'historien Moch Poston formule le problème que constitue la résurgence d'un antisémitisme de gauche sous les habits de l'antisionisme. Je cite « Je pense qu'il est politiquement important que le plus de monde possible à gauche prenne au sérieux les expressions d'antisémitisme qui se sont répandues parmi des groupes qui se considèrent comme anti-impérialistes. Peut-être cela peut aussi amener à une longue et tardive clarification théorique. La question n'est pas que l'on puisse ou non critiquer les politiques israéliennes. Les politiques israéliennes devraient être critiquées, particulièrement celles qui ont visé à saper n'importe quelle possibilité de créer un État palestinien viable en Cisjordanie et à Gaza. Cependant, la critique du sionisme répandue dans beaucoup de cercles anti-impérialistes va au-delà d'une critique de politique israélienne. Elle attribue à Israël et aux sionistes une malveillance unique et une puissance globale de conspirateurs. Israël n'est pas critiqué comme d'autres pays sont critiqués. Mais les autres pays ont été critiqués pour leur histoire, pour le colonialisme qu'il y a eu. Sauf que, comme on a critiqué par le passé que c'est un État qui est installé, on ne peut plus accepter aujourd'hui 20e, 21e siècle maintenant, qu'il y ait des nouveaux États qui se créent du jour au lendemain comme ça, sans forcément une totale autorisation, ou en tout cas avec des accords qui ne seront pas respectés par la suite. La représentation d'Israël et des sionistes pour cette forme d'anti-impérialisme, d'antisionisme est essentiellement la même que celle des juifs dans l'antisémitisme virulent, qui a trouvé son expression la plus pure dans le nazisme. Dans les deux cas, la solution est la même, l'élimination au nom de l'émancipation. Au nom de l'émancipation, ouais. L'élimination, non, c'est pas ce qu'on a appelé. Encore une fois, ces gens se perdent. Bref, passons à une autre notice. Coalition pour la vie et la famille. Donc ça, c'est une notice. 2018, pareil, ça a été facturé pour faire ça. 1, 2, 3 paragraphes à nouveau. Et nous dire quoi? Ce parti européen pro-vie et pro-famille apparaît début 2017. Bon, est-ce que c'est mauvais? Non. Pro-vie, pro-famille, c'est bien. C'est ce qu'il faudrait, non? Avoir la joie un peu, la partager, aimer la famille, avoir un socle solide. Mais ils n'aiment pas ça. En fait, ils aiment bien, pour certains, observer la destruction. Présidé par Alain Escada et partenaire de Civitas, il revendique l'adhésion de 8 parlementaires de 7 pays membres de l'Union européenne. Son combat le positionne à l'échelle européenne pour contrer les lois mortifères telles l'avortement, l'euthanasie. Bah oui, ça va à l'encontre du catholicisme. Donc, nous avons droit de nous opposer à certaines IVG et IMG, tout en expliquant que ce sont des vies qui sont sacrifiées. Par contre, nous sommes ouverts au débat. On entend qu'il y en a certains et certaines qui expliquent qu'il faut laisser ça en place parce qu'il y a des femmes agressées, parce qu'il y a des femmes en danger au niveau de leur santé. On l'entend. Mais pourquoi généraliser la pratique? Pourquoi désacraliser les corps? Euthanasie. Pourquoi avoir une politique de mort? Euthanasie. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus à essayer de soigner les gens ou comprendre pourquoi ils sont mal dans leur peau ou pourquoi ils sont mal dans la société, qu'ils n'arrivent pas à s'insérer dans la société. Non, on les laisse de côté, on les laisse s'enfoncer et à la place, on leur fait une promotion de la mort. Tu souhaites la mort, tu peux propager la mort par l'IVG, par l'IMG. Tu souhaites la mort, tu peux même te tuer toi-même. L'euthanasie, accompagnée. Donc,
Cette coalition est contre les lois mortifères, elle est là pour promouvoir la famille, cellule de base de la société, ce qui est une réalité. Rappeler que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, ce qui est une réalité. Le mariage, on remonte après à Saint-Augustin et compagnie. Il y a quand même toute une histoire avec le mariage bien lié aussi à l'Église, qui peut être dans d'autres traditions, d'autres religions différents que chez nous. Mais pour la France, le mariage a toute son histoire. Mais ça, ils veulent l'effacer. Et quand je dis ils, ce sont ces mondialistes qui sont en place pour détruire le socle de la nation, détruire l'identité, faire la promotion de la mort et faire la promotion de leur transhumanisme. Le tout dans un ordre marchand. Parce que l'avortement rapporte de l'argent, l'euthanasie rapporte de l'argent et compagnie. S'opposer à la théorie du genre, encore une fois, la théorie du genre est un désastre. John Monnet a conduit 2 enfants au suicide. Par la suite, quand ils ont grandi, donc ils sont devenus adultes et ils ont été poussés au suicide par ces transformations et ces expérimentations. Au point même où John Monnet et son idéologie du genre, sa théorie du genre, ont fait des désastres et on voit ces personnes dérangées, émanant des fois de John Hopkins et de bien d'autres endroits, universités. Dans des universités, ils travaillent ou en collaboration avec. Donc ce sont quand même des scientifiques reconnus qui obtiennent des subventions ou de l'argent en tout cas, pour faire des travaux scandaleux et en plus tenter de pervertir les jeunes, puisque la victime de John Monnet, à son âge de 6 ans ou entre 6 et 9 ans, vous voyez John Monnet lui posait des questions sur sa sexualité. Or, à 6 ou 9 ans, il n'y a pas à enlever l'innocence comme ça des enfants. Donc la coalition pour la vie et la famille, encore une fois, agit dans le bon sens. À la procréation médicalement assistée, elle est opposée. Oui, parce que la procréation médicalement assistée conduit après sur la gestation pour autrui, c'est-à-dire marchander les corps. Et c'est-à-dire organiser tout un commerce derrière pour les ovocytes, trafic de ventre et tout ce qui s'ensuit. À la marchandisation des enfants et des ventres des femmes, ainsi qu'au transhumanisme. Nous sommes opposés au transhumanisme. Et il y a quoi? C'est interdit dans la loi? Non. Mais chez Rudi Reichstadt, ça c'est du conspirationnisme, c'est dangereux pour la société, pour la République. La coalition pour la vie et la famille a participé à la marche pour la vie 22 janvier 2017 à Paris. Donc là, Rudi Reichstadt, une de ces 500 notices qui existent, facturées je ne sais combien, mais je me renseigne. Je pense qu'on va tomber des nues quand on va obtenir le montant pour chaque notice qui se trouve sur son site. 50, 100, 200, 500 euros, 1000 euros, combien? Combien pour faire ça là? Combien pour faire cette désinformation ici? Combien pour ficher les gens comme ça? Des bolcheviks à moitié. Enfin, en tout cas, c'est un comportement inadapté en société. De vouloir comme ça établir des listes de gens qui sont à battre. C'est à peu près ça, l'idée de Rudi Reichstadt et de sa copine, là, comment elle s'appelle, Igounet, qui nous sort des BD complètement bidons. T'inquiète pas, ta BD, là, je vais la décortiquer. Ou encore tes livres contre Marine Le Pen et compagnie. Et vous voulez nous faire croire que vous êtes indépendant. Et qu'en plus, vous êtes quelque part impartial dans l'information. Que vous y allez, que vous n'avez pas votre prisme. Mais loin de là. Loin de là. Et c'est pour ça, en fait, c'est votre mouvement à gauche et vos appartenances à certaines idéologies, certains sectarismes et compagnie, qui vous mènent quelque part à avoir cette haine de tout ce qui considère que la famille c'est bien, qui s'oppose à la théorie du genre, au wokisme, au LGBTisme et compagnie, à l'abêtissement, à l'abrutissement de la société. Ça, c'est une opposition qui est concrète. Et ça, vous n'appréciez pas, donc vous êtes obligé de diminuer le tout à conspirationniste. Sauf que lorsqu'on veut débattre avec vous, vous raccrochez, vous ne décrochez pas. Lorsque l'on se présente face à vous, pour certains, directement, vous fuyez, vous êtes là à avoir peur. Lorsqu'on tente d'échanger avec vous par écrit, alors des fois il peut arriver par inadvertance qu'on mette un tutoiement, vous vous sentez agressé, offensé, alors que vous êtes censé amener la solution, la vérité, la réponse, la fact-checking, donc la vérification des faits. Vous êtes vraiment à des années-lumière. C'est pour ça que Rudi Reichstadt, Haute Fabre et compagnie, ça va bientôt en être fini. Et malheureusement, ce que je ne comprends pas dans cette société, c'est qu'il y en a plein qui ont dénoncé ce nouvel ordre mondial, gouvernement mondial et compagnie, ces manières de procéder, mais peu font ce que je suis en train de produire aujourd'hui. Démonter ces gens avec leur production. Ils ne le font pas. Bonsoir Mike.
Pas de souci, Martine, tu pourras revenir en replay. Gâteau locaux, ah, ça fait plaisir de te voir. Un petit moment que tu n'étais pas passé. Phénotype, c'est exactement. Il faut avoir un père ou une mère juive pour se convertir au judaïsme. Et c'est très compliqué. Le judaïsme est une religion très fermée, très communautaire. Exactement. Après, là, quand ils expliquaient, si on revient au sujet d'avant, qu'ils ne peuvent pas se mélanger avec les autres, je ne crois pas que c'est uniquement pour la descendance, hein. Parce qu'en soi, ils peuvent rester entre eux et être dans une société quand même. C'est qu'il y a autre chose derrière, justement. Il faudrait questionner. Alors, il y en a qui sont plus en vie actuellement, mais ceux qui ont en tout cas partagé cette idée. Comment se fait-il, comment ça, ils ne peuvent pas s'intégrer dans la société, vivre avec les autres, alors qu'on en voit plein. En dehors du sionisme, des juifs qui pratiquent leur religion, des rabbins qui sont là tranquilles. Ils vont à leur synagogue, ils font leurs choses tranquillement, ils ont leur magasin cacheur. Il arrive une fois de temps en temps un scandale et qui nous émeut tous et qui nous énerve tous, c'est lorsqu'il y a un attentat. Nous ne sommes pas pour le meurtre ou autre, non. Nous pouvons être contre certaines idées politiques et même des fois, c'est certaines personnes de ces religions peuvent participer avec nous. Dire bah non, le rabbin il va dire non. Ce retour en Israël, cette prise de terre n'est pas venu, n'est pas descendu du ciel, n'est pas la main de Dieu. C'est la main de ces hommes, avec des familles, qui n'ont pas forcément fait le bien pour l'humanité. Donc après, ça peut aller plus loin dans le développement. Qui ont d'ailleurs fait l'usure. Je pense à la famille Rothschild, avec ses prêts qui étaient accordés à l'époque, avec le prince Guillaume de Hesse, entre autres. Mais ça, Rudi Reichstadt, il ne le sait pas, parce qu'il ne lit pas ou ne s'instruit pas. Claire Sévrac, c'est pareil. Claire Sévrac, ils ont fait une notice sur cette personne. Alors, il faut savoir une chose. Claire Sévrac, j'ai lu ses ouvrages, pas tous, hein, il m'en manque encore un ou deux, un je crois. Dans celui qui est le plus analysé, répandu, bah, c'est La guerre secrète contre les peuples. Et dedans, en vérifiant les sources, j'ai en effet vu qu'il y avait des blogs, j'ai également pris connaissance de certains livres russes que j'ai fait traduire, et j'y ai retrouvé certaines correspondances. D'accord ? En tout cas, qui étaient disponibles en russe, qui n'étaient pas forcément publiées en Russie même, mais qui étaient disponibles en russe. J'ai trouvé des correspondances au niveau de certaines informations, j'ai creusé, et il y a des choses qui mènent uniquement à des blogs, et on n'obtient pas l'information véritable. Donc, il y a une partie d'information, oui. Lorsqu'elle parle des chemtrails, elle a en partie raison, sauf pour l'histoire des morgellons, je ne suis pas d'accord. Quand elle explique que les OGM, c'est un scandale et que, notamment, breveter le vivant, c'est inacceptable, bah oui, c'est inacceptable. Il y a droit d'être opposé à ça. Quand elle explique un peu le transhumanisme, sans forcément rentrer dans le détail de ce que signifient les NBC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et les sciences cognitives, elle est forte, puisqu'elle s'oppose tout de même à un programme et à des idées qui ont été répandues par les mêmes sphères un peu, les Jacques Attali et compagnie. Et les chemtrails, parce qu'ils vont nous faire une petite notice, après on va observer ça, mais les chemtrails, c'est pas uniquement pour tuer les gens, les stériliser ou je ne sais quoi. Ça, c'est ce qui était avancé par certaines personnes un peu uluberlues. La réalité, c'est qu'il y a de la géo-ingénierie et que dans son livre, Claire Sévrac en parle tout de même. Elle dit « Je ne comprends pas ces gens », notamment le projet Scopex, hein, qui a été financé par Bill Gates, mais ils y ont mis fin, mais d'autres qui pensent comme pareil, ils partagent les mêmes idées, qu'il faudrait une sorte de couvercle nuageux pour limiter les rayons du soleil et donc diminuer la chaleur. Sauf que ça ferait l'effet inverse, puisqu'il n'y aurait plus cette photosynthèse qui fonctionne par le soleil, par l'eau et par le carbone, le tout absorbé par la plante et transformé en oxygène, ce que nous respirons. S'il n'y avait pas ça, il y aurait donc une augmentation du carbone de façon artificielle, puisque ça serait ces couvercles nuageux qui déclencheraient ceci, et qui viendraient à la place réchauffer la planète. Ce qui ferait l'effet inverse de ce qui est escompté. Excusez-moi. Les apprentis sorciers ne savent pas à quoi ils jouent. Et ce que nous observons certaines fois dans le ciel, il s'agit bien de chemtrails. Ce n'est pas là pour nous rendre stériles, ce n'est pas là pour nous tuer, c'est uniquement là pour expérimenter des programmes qui ont déjà été élaborés et utilisés notamment en guerre. Je pense au Vietnam, mais il y en a d'autres. Je vous ai fait une vidéo dessus, ça s'appelle la géo-ingénierie, des technologies qui visent à modifier le climat. Sauf que si vraiment on souhaitait diminuer la chaleur de cette planète
À la place de mettre des routes partout, de bitumer partout, ce qui augmente fortement la chaleur, on y mettrait des plantes, on y mettrait également des arbres et compagnie. Mais comme on est dans un état actuel, et je ne parle pas d'état-nation, hein, je parle de l'état des conditions de la planète actuellement, c'est qu'il y a de la déforestation, toujours au nom du capitalisme, il y a de plus en plus de routes qui sont bitumées, des villes où il y a de moins en moins de verdure, et en effet, lorsque tu mets ton thermostat, tu as l'impression que tu as pris 4, 5, 6 degrés. Et c'est tout à fait logique, puisque tu n'as plus de zone d'ombrage. Ta terre ne respire plus, elle a été recouverte. Bon, bah c'est tout à fait normal. Si maintenant on transforme les villes demain, et à la place d'avoir toutes ces routes bitumées, etc., on a plus de parcs, bah vous sentirez la différence. D'ailleurs, vous sentez la différence, vu que lorsque vous baladez en ville, vous ressentez une forte chaleur, et quand vous allez vous poser dans un petit parc ou un square, vous ressentez d'un coup que tout diminue. Clairement, ça signifie que il n'y a pas une véritable augmentation de chaleur. L'augmentation de chaleur se fait sur certains secteurs qui se retrouvent à ne plus avoir de verdure, qui ne respectent plus la planète et la planète leur fait ressentir quelque part. Et je suis pas là en mode en train de dire ah, la planète est intelligente, elle sait qu'à cet endroit-là. Non, ce que je dis, c'est que la planète, dans sa diversité, quelque part dans son mode de fonctionnement, si tu viens la recouvrir de plein d'immeubles et de plein de choses, c'est tout à fait logique qu'à ces endroits-là, la chaleur augmente. Bref, la géo-ingénierie, c'est tout un programme derrière également qui sera élaboré pour les guerres, mais qui par la suite sera utilisé pour les agriculteurs, les éleveurs et compagnie. On va leur vendre le beau temps ou la pluie. D'ailleurs, à l'époque, on disait on ne fait pas le beau temps et la pluie. Bah, aujourd'hui, si. Aujourd'hui, il y a la géo-ingénierie. Donc encore une fois, Rudi Reichstadt, ça s'appelle ni plus ni moins de la désinformation quand tu viens à parler des chemtrails et des contrails. Tu mets en anglais les traînées blanches de condensation qui se forment dans le ciel après le passage d'avion sont désignées sous le terme de contrail. Tout à fait. Sauf qu'elles viennent à disparaître au bout de 20-30 minutes. Elles ne s'épaississent pas, et restent des heures et des heures. Ça, c'est pas des contrails, c'est des chemtrails. Mais beaucoup considèrent que ces traînées blanches correspondent en réalité à des épandages de produits chimiques répandus à l'insu des populations pour des raisons de tenue secrète. Ce n'est pas tenue secrète, puisque maintenant, on en a connaissance depuis des années de ces programmes que je viens de te citer, et si tu es incompétent, tu passeras à écouter Géo-ingénierie, et tu verras, on aborde plusieurs projets qui sont tout à fait vérifiables, et on comprendra très bien de quoi il s'agit. Il y a plein d'articles qui en parlent de la géo-ingénierie. Et justement, l'objectif a été décrit comme voulant en partie, pas tous les programmes, mais une partie des programmes, faire un couvercle nuageux, ce que nous observons après le passage des avions. Une contrail condensation, ça disparaît à un moment ou un autre. Ça ne vient pas à s'épaissir, ça c'est pas possible. Continuons. Donc là, il met... il croit que ces contrails sont en réalité des chemtrails, chem pour chemical, chimique en anglais. L'un de leurs arguments récurrents est la prétendue chute de filaments blancs. Ah bon? J'ai vu quelques vidéos comme ça, mais c'est pas généralisé. La grande partie des personnes qui vous parlent de la géo-ingénierie et des chemtrails ne sont pas là en train de te dire qu'il y a des filaments qui tombent. Ça, c'est un peu ceux qui sont laissés désinformés avec les morgellons et compagnie. En réalité, il s'agit d'un phénomène d'origine naturelle, appelé fil de vierge, et dû aux jeunes araignées. La croyance dans les chemtrails est l'une des théories du complot contemporaines les plus populaires. Et c'est pour ça que Rudi Reichstadt, je souhaite échanger avec lui sur ça. Je veux dire, lui, il a son prisme, il a analysé une partie de ceux qui ont parlé de ça. Sans d'ailleurs, au passage, nous mettre qui en parle. Je veux dire, quand il met l'un de leurs arguments récurrents est la prétendue chute de filaments blancs. De leur argument, il parle de qui? Je veux dire, on veut des sources. Là, moi, j'appelle ça une assertion. Là, il a présenté ça comme étant une vérité, mais il n'a nullement sourcé ses propos. De l'amateurisme, encore une fois. Un jeune Français de 18 à 24 ans sur 3 est globalement d'accord avec l'idée que certaines traînées blanches créées par le passage des avions dans le ciel sont composées de produits chimiques délibérément répandus pour des raisons de tenue secrète. Pas de tenue secrète, encore une fois. Et IFOP, le sondage était erroné dans sa méthodologie. Passons. D'aucuns y voient une opération secrète de l'OTAN pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui, c'est ça. Ou, au contraire, déclencher des politiques pour le climat, alerter les gens et compagnie. Ou un complot pour réduire la population mondiale. Alors, encore une fois, prouve qui a avancé ça. Les membres de la secte raélienne, alors là maintenant, vous voyez, c'est toujours la même méthode, c'est l'entonnoir. C'est-à-dire que
Je te présente un peu le sujet, je te le mets dans la folie, je te mélange tout et n'importe quoi sans vraiment te sourcer les choses, et puis je termine par soit une secte, soit antisémite, soit extrême. En gros, c'est ça, extrême droite, antisémite ou autrement secte. C'est un des trois. Donc là, les membres de la secte raélienne estiment quant à eux que les fils de la Vierge sont en fait provoqués par le déplacement des ovnis dans l'atmosphère, voire liés aux apparitions de la Vierge Marie. Maintenant, j'aimerais bien savoir où ils l'ont exprimé et surtout quelle audience ils ont eu pour ça. Le 22 décembre 2020, sur fond d'épidémie de Covid-19, une publication massivement partagée sur les réseaux sociaux et émanant d'une internaute bulgare a relancé cette théorie du complot à partir d'affirmations trompeuses et d'images sorties de leur contexte. Donc là, il dit que c'est faux et il reprend évidemment des articles de LCI, de journalistes qui font le travail à sa place. Synarchie. Le mot synarchie désigne, dans la mythologie conspirationniste contemporaine, une organisation secrète aux contours flous, inféodée au capitalisme international. Apparu dans la presse collaborationniste en juin 1941, le complot de la synarchie, qui est alors considéré comme la plus secrète des loges maçonniques, aurait pour objectif de saboter de l'intérieur la révolution nationale initiée par le régime de Vichy, et tout particulièrement la politique de collaboration avec l'Allemagne nazie et son volet antisémite. Il était obligé de ramener ça à l'antisémitisme direct. Largement diffusé dans l'extrême droite de l'après-guerre, Yann Moncomble, Henri Coston, le mythe se transforme et gagne, dès la libération, les rangs de la gauche socialiste et communiste. La synarchie devient alors une organisation responsable de la débâcle de 1940. Le complot synarchique est aussi l'un des thèmes de prédilection du mouvement larouchiste et d'activistes d'extrême droite comme Pierre Vimarest. Dans les années 2000, le thème de la synarchie a été réactivé par l'historienne et militante Annie Lacroix-Ries. Bon, étrangement, actualisé le 24 février 2023. Donc là, synarchie nous renvoie qu'à une seule source au passage. Alors on va chercher un peu, on va voir que ce n'est peut-être pas si fou que ça, puisque même Attali parle de cette synarchie, et dans cette synarchie, il y a bien un objectif d'un gouvernement mondial, demain qui gouvernera le monde. Partagé également par la chronique de d'Alain Gérard Slama. On le retrouve également ici dans un article « Les mystères de la synarchie, complot d'extrême droite, société secrète, club de banquiers et de technocrates ». Le mythe de la synarchie a beaucoup excité les imaginations au début de la dernière guerre. La synarchie. Le mot est chargé dans notre mémoire collective d'une sulfureuse sélection. De toutes les puissances émotions qui sont nées de la dernière guerre, voici l'une des plus étranges. Cette rumeur durable et multiforme qui a attribué à une société secrète de gigantesques pouvoirs occultes. L'émergence du mythe est clairement datée. C'est au printemps 1941 qu'il se cristallise et s'impose. Au début de juin, plusieurs feuilles du collaborationniste et de l'antisémitisme les plus frénétiques, d'ailleurs du collaborationnisme et de l'antisémitisme les plus frénétiques, l'appellent au pilori, fatigue du jour, accuse à grand fracas la synarchie, la plus secrète des loges maçonniques, de saboter la révolution nationale de Vichy, les accords franco-allemands de Montoire et la politique antisémite. Elle serait inféodée à un capitalisme international dirigé de Londres et de New York. Maintenant que nous avons du recul, avons-nous observé cette transformation de la société qui était à l'époque dénoncée comme étant un des projets de la synarchie. La synarchie qui vise à toujours plus de mondialisation, toujours plus de mondialisme et à ce gouvernement mondial. Un capitalisme effréné. Bientôt, Marcel Déat, un des chefs de la collaboration parisienne, fournit un puissant relais. L'hostilité de Déat à l'amiral Darlan, installé au pouvoir à Vichy depuis la fin de février 1941, se nourrit d'une violente rancune contre les responsables supposés du petit coup de théâtre de Sérail qui a abouti au renvoi de Laval le 13 décembre 1940. Déat lui-même a été un moment emprisonné à Paris et libéré seulement sur l'intervention de Otto Abetz, ambassadeur de Hitler. Du côté de Vichy, et ici entre en scène la banque Worms. Jacques Barneau, inspecteur des finances associé de Worms, devient délégué général aux relations franco-allemandes et Pierre Puchot, dirigeant des établissements de Japy contrôlés par Worms, secrétaire d'État à la production industrielle, puis ministre de l'Intérieur à partir de juin 1941. Quelques autres promus par Darlan en apparaissent proches, tels Marion, Benoît Méchin,
Leydeux, comme aussi Boutillier, qui reste ministre des Finances. Dans l'œuvre, sans relâche, Déa s'en prend à la bande de la banque Worms, qui, pour le plus grand malheur du pays, aurait investi l'État. La préhistoire du mythe est à chercher du côté de Vichy. Dès le mois de mai 41, Pétain et son entourage ont reçu une note secrète fabriquée par un curieux personnage, le docteur Henri Martin. Ancien cagoulard, homme de coups fourrés et de complots, il est investi depuis peu d'une mission officielle de renseignement. Il a reçu de l'un de ses agents le texte d'un pacte mystérieux dit pacte synarchique d'Empire qui a été voté peu auparavant, en février ou en mars, dans l'appartement de l'industriel Jean Coutreau. La note de Martin expose en détail les desseins ténébreux de la synarchie, entreprise de subversion composée presque exclusivement de polytechniciens et d'inspecteurs des finances ayant prêté serment. À l'origine, M. X l'a expliqué la semaine dernière, il y avait un Français, le marquis Saint-Yves d'Alvèdre. Ce passionné d'ésotérisme qui prétendait appartenir à une caste de grands initiés a publié à la fin du XIXe siècle plusieurs ouvrages prônant la création d'un pacte synarchique, une sorte de contrat entre les principaux pouvoirs qui conduirait à un gouvernement harmonieux. Ce qu'ils entendent par là, c'est gouvernement mondial. Nouvel ordre mondial. Bref, une révolution par le haut, sans désordre dans la rue. Les écrits hermétiques de Saint-Yves ont suscité une abondante littérature dans les milieux occultistes, mais n'ont débouché sur aucun projet politique sérieux selon Radio France. Mais soudain, lors de la révélation d'un complot de la cagoule à la veille de la guerre de 39-40, on prétend que les conspirateurs agissaient à l'instigation de la synarchie. Il y a quand même un complot qui est dénoncé. Une instance secrète regroupant des industriels et des hauts fonctionnaires. Aussitôt, les communistes accusent les représentants des 200 familles, tandis que l'extrême droite dénonce les plutocrates judéo-maçonniques et le capitalisme anglo-saxon. La question rebondit sous le régime de Vichy. D'anciens cagoulards affirment avoir été abusés par les synarques et accusent maintenant ces derniers de saboter la révolution nationale de Pétain et d'avoir pris en main la réalité du pouvoir. C'est quand même, si vous me permettez, une énorme part d'action de ce qui a pu se dérouler. Et chez Rudi Reichstadt, tout ça, là, toutes ces actions, tous ces complots ou non, toutes ces personnes qui se retournent, qui expliquent être trompées par les synarques, ça n'apparaît pas. Non. C'est uniquement de l'antisémitisme et de l'extrême droite chez Rudi Reichstadt, et ça a été financé, en partie par le Fonds Marianne et d'autres subventions qui ont été accordées à Rudi Reichstadt, actualisées en 24 février 2023. C'est quand même très grave. Je vous rappelle, j'ai quand même démasqué aussi Ferrandon, où il a carrément tout modifié alors qu'il disait ne pas recevoir de subventions. Un mensonge de plus pour Rudi Reichstadt. Ça commence à faire énormément de choses quand on se penche sur ses livres, sur ses mensonges de subventions, sur ses notices et également sur ses missions avec l'Union européenne, parce que je vous l'annonce, dans maximum 15 jours, vous avez la réponse sur l'émission et subventions de Rudi Reichstadt, de Higounet et de tous les autres avec l'Union européenne. Oui, ça y est, c'est acté, tout est en marche. Et de leur côté, au niveau de l'Union européenne, ils ont même pris beaucoup de retard. Ils ont été obligés de renvoyer ça à d'autres services qui sont en train de rassembler toutes les informations. Et ça va rapidement sortir. Et j'ai fait tout le tour du blog de Rudi Reichstadt. Il n'est jamais mentionné qu'il y a l'Union européenne qui a envoyé des missions ou financé Rudi Reichstadt et Conspiracy Watch. Oui, Gounet également. Ça va faire très très mal. Et y compris pour d'autres également qui sont dans les mêmes sphères de fac imposteurs. Des noms de ministres sont prononcés, des rapports confidentiels circulent. La presse de la collaboration produit même un exemplaire du pacte synarchique. Le maréchal lui-même semble ne pas douter de l'existence de la synarchie. Le maréchal, mais aussi, nous a dit M. X, ses adversaires. À Londres, à Washington, les services secrets s'interrogent. Et désormais, le spectre de la synarchie va ressurgir régulièrement lors de soubresauts de notre histoire. À tel point que certains pensent aujourd'hui que le dernier avatar de la synarchie s'appelle la mondialisation, ou plutôt le mondialisme, parce qu'encore une fois, Radio France se trompe entre mondialisation et mondialisme, ou du moins celui qui a écrit l'article là. Mais vous voyez que c'est un sujet très sérieux. Même les services de renseignement, les services secrets s'interrogent, de Londres à Washington. Mais apparemment, d'après Rudi Reichstadt, c'est complotiste. On ne devrait pas se questionner. Donc là, je vous inviterai à aller écouter la chronique d'Alain Gérard Salama
et également Attali en 2011, un gouvernement démocratique pour le monde. Clairement, un gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial. Jacques Attali, économiste et écrivain. Ni plus ni moins qu'une démocratie mondiale pour le futur de l'humanité. Mais d'après Rudi Reichstadt, si on met nouvel ordre mondial, il va nous dire que c'est un complot. Hein. Attends, on va voir ça. C'est complotiste plutôt même. Nouvel ordre mondial, qu'est-ce que ça va nous donner? Parce que c'est sûr qu'il a dû faire une notice quand même. Ah, il en a fait plusieurs. Il en a fait sur 34 pages, donc à peu près 340. À chaque fois où tu as le mot nouvel ordre mondial dedans, bien évidemment. Au passage, Yuval Noah Harari, nouvelle bête noire de la complosphère. Non, c'est ce qu'il amène. Son transhumanisme, post-humanisme dégoûtant qu'on ne veut pas. Ça, au passage, le nouvel ordre mondial.cc, site de désinformation, blog de désinformation, comment dirais-je, qui publie un maximum d'articles pour se faire un maximum d'argent, n'a que faire. Mais qui, dans les 10 complotistes, ont déjà repris des articles de nouvelordremondial.cc? Personne. Tout le monde sait très bien que ce qui se trouve dessus, c'est bidon. Ou c'est de la reprise, mais on ne prête pas attention à ça. Jacques Attali, accusé de travailler à l'avènement du nouvel ordre mondial. Apparemment, c'est complotiste. Lisons ceci. Ça, c'est une notice de plus, hein, publiée en 2019. Donc pareil, qui coûte un pognon de dingue à la société, qui coûte des subventions, pour nous dire que, apparemment, d'ailleurs, en plus, au passage, c'est un article de 2008. Juste, ils réécrivent une petite phrase où ils rajoutent une virgule et après ils te disent dernière mise à jour. Comme ça rentre dans le fond Marianne. Hein, Rudy? Il va falloir s'expliquer. Gounet, Gounet, t'en vas pas trop long là. T'es dans le même seau, dans la même sauce. Discernement.info dénonce un complot immigrationniste. La relance de l'immigration fait partie des propositions les plus controversées du rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, présidée par Jacques Attali, celui qui se rêve quand même d'avoir Jérusalem comme capitale du gouvernement mondial. Dans un texte intitulé Jacques Attali, le complot version Col-Mao ou les projets du nouvel ordre mondial pour la France, est publié il y a 10 jours, l'auteur vilipende le complot immigrationniste, attaquant pêle-mêle les néoconservateurs, les gouvernements états-uniens, Nicolas Sarkozy, Jacques Attali, mais aussi, Simone Veil, Léo Strauss et Léon Trotsky. Tous ces prétendus tenants du nouvel ordre mondial ont, selon l'auteur, l'intention d'instaurer un gouvernement mondial, un gouvernement d'ailleurs dictatorial planétaire, et donc de régner sans partage sur l'ensemble du globe. Il faut dire que Nicolas Gasparoni affiche la couleur dès la page de l'accueil sur son site. À coup de citations bibliques, il rappelle que Satan et ses anges rôdent ici-bas, cherchant constamment à saboter et pervertir tout ce que Dieu a créé, et dit sa conviction selon laquelle l'actuel processus de mondialisation est un véhicule de cette ambition satanique. Bref, il fait dans la nuance. Rudy, au pied. Ouais, assis. Écoute, tu parles de nuance. Il y a de la nuance sur ton site, là? J'ai vu aucune nuance vraiment dans l'attaque contre la droite, extrême droite, secte, extrême droite, secte. Ok, très bien. Sors ton réflexe pavlovien un peu. Hop, hop, hop. Je t'ai dit assis, Rudy, là. Reste assis. Et Lou. Lou divergent, assis aussi, là. Ouais, c'est bien. Tu te considères comme un clébard, Lou? On va te considérer comme un clébard. Écoutez un peu. Instruisez-vous. Il n'empêche, Sarkozy, accusé de vouloir noyer dans le pays sous un déluge d'immigrés, on aura tout vu. Donc là, selon Rudy, Sarkozy n'est pas là pour œuvrer pour le nouvel ordre mondial. Parce qu'il aurait dit... en tout cas, il ne serait pas pour l'immigration, parce qu'il a dit à moi qu'il fallait nettoyer les quartiers au Karcher. Oui, bien sûr, on y croit. En attendant, la réalité est là. Et on a notamment ce type d'article et Attali qui nous a sorti tout un tas d'ouvrages. Il y en a un ou deux que j'ai dû présenter sur la chaîne et d'autres qui sont à ma disposition et sur lesquels je vais me pencher. Un livre de prospection pour le futur, à la fois terriblement lucide où le chaos menace, qu'il soit écologique, économique, social, militaire, nucléaire, voire météoritique, et à la fois optimiste puisque selon Jacques Attali, un gouvernement mondial démocratique n'est pas une utopie. Démocratique, attendez, comme la France avec les 49.3, c'est ça la démocratie selon Attali. Je rappelle, Macron, c'est quelque part l'élève d'Attali, en tout cas c'est comme ça qu'il a été présenté. D'Attali à comment il s'appelle, à François Hollande. Attali se rêvait de l'avoir construit en tout cas.
Cependant, dit-il, sans une grave crise, un gouvernement supranational du monde ne sera jamais mis en place. Pas de quoi se réjouir sur l'avenir. En clair, il faut absolument trouver un processus, peut-être par une guerre sanitaire. Non, ça marche pas. Il y a trop de gens qui sont encore assez conscients. Bon, par la guerre de l'information, ça marche, mais moyennement. Ils n'arrivent pas à leur fin. Par la guerre en s'attaquant à l'identité au wokisme, ça s'effrite de plus en plus, mais ils n'y parviennent toujours pas. Alors, quelle est la prochaine étape? L'insécurité totale, des armes qui circulent par-ci et par-là, l'immigration intensive qui n'est plus contrôlable. Le seul moyen, partout en Europe et même peut-être partout dans le monde, c'est d'instaurer l'identité numérique. Comme ça, il n'y a plus de falsification de documents, plus de contrefaçon de cartes d'identité. Ok. Pour sécuriser également les gens et leur argent, du coup mettre en place les wallets, les portefeuilles numériques avec l'économie numérique. Vous voyez, c'est comme ça que ça va être poussé. Ils ont leur laboratoire un peu partout dans le monde, et quand je dis ils, c'est les politiques. Ils mènent des politiques différentes de pays en pays, que ce soit de la Russie à la Chine, à la France, aux États-Unis et dans d'autres endroits du monde, pour justement accélérer le programme. Les outils, un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial, ne peut pas imposer ses règles à tous sans utiliser les technologies. C'est tout. Et je rappellerai au passage qu'aime bien notre Rudy faire des délits d'association, que là, non pas un délit d'association en associant Rudy à une autre personne, non, mais en associant les idées des fois aussi. Le gouvernement mondial, c'est quand même ce qui était souhaité par le dictateur Hitler, qui voulait s'imposer partout sur la planète. Son objectif, c'était d'abord conquérir l'Europe et puis après s'imposer avec un gouvernement mondial. Franchement, aujourd'hui, on retrouve des sectaires à l'œuvre pour un gouvernement mondial dit démocratique. Passons à la suite. Donc État profond, pareil, il nous a fait une petite notice dessus, comme quoi le Deep State en anglais c'est largement banalisé dans la littérature conspirationniste avant d'être popularisé, propulsé avec l'avènement de l'administration Trump aux États-Unis. Il va parler de QAnon, de youtubeurs d'extrême droite comme Papacito, d'intellectuels comme Michel Onfray. La notion d'état profond permet en effet d'attribuer à une entité mal définie toutes sortes de complots et de manipulations sans avoir jamais à en emporter la preuve la moindre ou incriminer personnellement qui que ce soit en particulier. Ainsi, pour certains complotistes, l'état profond serait derrière l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, qui au passage, John Fitzgerald Kennedy dénonçait ces sortes de sociétés secrètes, ces sortes de corporations, organisations. Et lui, à l'époque, il me semble, employer le terme de société secrète. Je pense que ce qu'il entendait par là, c'était Council Foreign Relations, Ren Corporation, la trilatérale, comment ça s'appelle encore l'autre là, avec le demi-frère de Nicolas Sarkozy, Olivier Sarkozy, qui était à la The Carlyle Group. Et les arnaques de ces groupes aussi. The Carlyle Group, je rappelle, 2003, ils achètent l'imprimerie nationale française. 2007, sous Sarkozy, ils la revendent 3 fois le prix. Mais tranquille. C'est l'argent des Français qui enrichit ces corporations. Pas de problème. Quant au trafic pédocriminel sataniste, encore une fois, Rudy, le débat est ouvert. Il existe. Des gens qui s'en prennent à des enfants, pour des religieux, ça s'appelle du satanisme. Alors, ça a été rajouté. Maintenant, si on prend juste ça, vaste trafic pédocriminel, l'affaire Epstein, Zandvoort, l'ONU là, ces agents de l'ONU qui étaient en Bosnie-Herzégovine, qui ont été dénoncés par Catherine Bolkovac, et pas condamnés, protégés, immunité diplomatique, Lake Jack Lang, comme Benji et compagnie. Ah, pas un mot là. Allez, reste tranquille, mon Rudy, je te le dis. Tu vas voir ce qui va se dérouler dans peu de temps. Et aucune menace de violence ou je ne sais quoi. Que de l'information. Parce qu'on sait une chose. La meilleure des armes, c'est l'information. Point. On combat avec ce qu'il y a de mieux. On va pas combattre avec des armes ou faire la bagarre, ça sert à rien. On n'est pas des enfants, on n'est pas là dans une sorte d'adolescence. On est adulte, on est conscient, on est fort intellectuellement. La meilleure des armes, c'est la connaissance. Point. Donc le combat entre ces imposteurs intellectuels fact-checkers et nous, c'est l'information, la vérité. Ils se veulent chevaliers de la vérité, chevaliers conquistadors, etc. de ce qui est mauvais, très bien. Très bien. Grand remplacement et compagnie, donc ça on en reparlera un autre jour. Ce que révèlent les théories du complot donc sur les Rothschild, pareil, on reverra ça un autre jour. Là je dois vous laisser, j'espère en tout cas que ce direct vous a plu. Salut à toi, la vérité qui dérange. N'hésitez pas
à liker, à partager autour de vous. 1h15, c'est un bon petit format hein, pour présenter différents sujets et voir encore une fois que Rudi Reichstadt a un niveau très bas et que les notices n'ont rien de professionnel. Et dites-moi au passage là de ce que vous avez observé entre toutes ces notices déjà que l'on a visionnées, que nous avons visionnées même, à quel moment du coup ça fait changer les gens d'avis? Je vous pose la question puisqu'on n'a jamais ce que eux ils vont apporter. Ils te mettent des faits mais ils n'apportent rien pour démontrer que c'est dangereux, que c'est mauvais, qu'ils se sont trompés, que c'est erroné, que c'est biaisé. Rien. Ils te mettent comme ça des choses et ils te réduisent des sujets à 3-4 paragraphes. Hein. C'est toujours comme ça qu'il opère. Lui d'ailleurs et ses copains. Qu'est-ce que le Nouvel Ordre Mondial avec évidemment toujours des images pour prêter à rigoler. Pareil, il y a une dizaine de paragraphes, pas plus. Pitoyable. Je vous remercie d'avoir été présents les amis. Rappelez-vous une chose, la vérité est l'avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire est assurée. À très bientôt.